Aujourd'hui, la majeure partie des richesses du monde appartiennent à l'Occident. En France, la majorité fait partie des 10% des gens les plus riches de la planète. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, pas du tout. Entre moins 3300 et l'an 1000, l'Europe était moins développée technologiquement que l'Égypte, la Mésopotamie et le Moyen-Orient. Au XIVe siècle, l'empire du Mali de Mansa Moussa était le plus riche du monde. Du XVIIe au XIXe siècle, l'Inde a la même part du PIB mondial que les États-Unis d'aujourd'hui. Et la Chine a le premier PIB mondial jusqu'au XVIIIe siècle. Samir Amin a écrit, à partir du travail de René Etiamble dans le livre L'Europe chinoise, que la Chine est, tout au long de cette longue histoire, la région la plus avancée sur tous les plans. Elle dispose en moyenne de la plus forte productivité agricole par tête, du plus grand nombre de villes abritant une population administrative éduquée et artisanale qualifiée. Ce modèle d'un État chinois rationnel, méritocratique et séculier, c'est-à-dire laïque, inspire énormément les philosophes des Lumières. L'Europe, pendant 15 siècles, est une périphérie marginale du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Inde qui produisent 8 à 10 fois plus de surplus qu'elle. Alors, comment l'Occident est devenu plus riche que le reste du monde durant ces 3 derniers siècles? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, il y a 2 grandes explications à ce processus d'enrichissement. La première, c'est de dire que l'Occident s'est enrichi via l'exploitation, la colonisation, l'esclavage, l'impérialisme. Et la deuxième, c'est de dire que l'Occident s'est enrichi grâce au libre marché et à ses institutions libérales. Bien sûr, la première thèse est la plus évidente. L'Occident est passé de moins d'1/5 du PIB mondial avant la colonisation à la majorité du PIB mondial au début du XXe siècle. Et cette part de l'Occident dans le PIB mondial a commencé à descendre à partir des années 60 et des processus de décolonisation, au profit du PIB des anciennes colonies et des semi-colonies. Prenons la plus grande richesse française du XVIIIe siècle, Antoine Crezat. Il était le plus grand négrier d'Europe. Et avec sa richesse acquise dans les colonies, il a fait construire l'un des hôtels les plus luxueux du monde, le Ritz. Ça faisait très... c'est pas sorcier. Eh oui, Jamy, c'était là. On y va. Et cet esclavagiste a aussi fait construire le palais de l'Élysée où réside actuellement Emmanuel Macron. Prenons au hasard la plus grande fortune de France, Bernard Arnault, le président de LVMH. Le H de LVMH veut dire NSI. C'est la célèbre compagnie de cognac qui s'est enrichie dans le commerce triangulaire. Ces bouteilles servaient de monnaie d'échange avec les esclaves. Prenons aussi l'exemple de l'entreprise française qui a le plus gros chiffre d'affaires dans le monde aujourd'hui, AXA. Elle est constituée entre autres d'une compagnie d'assurance fondée par Jacob Lepan, un planteur esclavagiste de Saint-Domingue. Le commerce colonial a développé des entreprises mais aussi de nombreuses villes françaises, que ce soit Lorient qui a été bâti pour le commerce avec l'Orient, mais aussi Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo, Marseille, Rouen, Le Havre, etc. Mais bizarrement, selon la droite nationaliste et libérale, la colonisation et l'esclavage n'étaient pas profitables pour la France. Certains affirment même que l'Empire français était une ruine. Ces auteurs s'appuient toujours sur le travail d'un économiste, Jacques Marseille, qui avait mené une thèse à la Sorbonne en 1984 sur ce sujet et résumé dans ce livre. La thèse de Marseille. Jacques Marseille a fait une thèse globale sur le coût de l'Empire. Jacques Marseille était un militant de la gauche qui voulait prouver que la France s'était enrichie sur le dos de ses colonies. Quelqu'un comme Jacques Marseille, dans ses travaux, montre que la colonisation était une entreprise perdante à bien des égards. Maintenant, voyons ce que dit vraiment Jacques Marseille. Le premier fait qui mérite d'être souligné est la bonne affaire que représente l'investissement colonial. Les taux de profit réalisés par les entreprises exploitant aux colonies se révèlent bien supérieurs à ceux des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l'étranger. Peu de sociétés françaises versaient à leurs actionnaires de tels dividendes. Peu de territoires présentaient de telles conditions de sécurité. Le marché colonial jouait déjà, en 1914, un rôle fondamental dans la croissance économique de la France. L'Empire se place au tout premier rang des champs d'expansion du capitalisme français. Et quand on lit
vraiment bien la thèse de Jacques Marseille, il ne tire jamais de bilan global de la colonisation. Les auteurs de droite qui affirment cela mentent tout simplement parce que Jacques Marseille travaille que sur la colonisation de la première moitié du XXe siècle. Et il explique en fait qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, les capitalistes français avaient besoin d'autres champs d'expansion que les colonies. Mais on va revenir sur ça plus en détail plus tard. Et pour bien comprendre d'où viennent les richesses de l'Occident, il faut remonter plus loin dans l'histoire. Il faut savoir qu'au XIe siècle, on trouvait déjà en Italie des villes marchandes dont l'économie reposait sur le salariat et sur la propriété privée. C'est ce qu'on appelle le proto-capitalisme. Mais on trouvait déjà ce proto-capitalisme dans des villes arabes, chinoises ou indiennes. Toutefois, selon Samir Amin, la colonisation de l'Amérique accélère d'une manière exceptionnelle l'expansion des éléments proto-capitalistes en Europe. Et avant la colonisation de l'Amérique, à Venise comme à Bagdad, les segments proto-capitalistes de la société restent enserrés dans un monde dominé par les rapports sociaux tributaires non capitalistes, féodaux dans le cas de l'Europe. Au Moyen-Âge, l'Europe chrétienne n'a pas encore de culture commerciale et elle rejette la figure du commerçant. C'est tout le contraire dans le monde islamique qui diffuse plein d'histoires d'aventuriers commerçants, comme par exemple les histoires autour du capitaine Sinbad qui ramène à Bagdad des marchandises d'Asie et d'Afrique. Selon l'anthropologue David Graeber, la présence d'une telle image dans un roman médiéval français est inconcevable. Et en fait, il n'y a pas de récit valorisant un commerçant en Europe où il n'est question que de guerre et de chevaliers. Cette différence peut déjà se comprendre à travers la religion. On pense notamment à Jésus qui chasse les marchands du temple et au contraire, le prophète de la religion islamique était lui-même commerçant. Et il a défendu lui aussi la liberté du commerce. Mais ça s'explique aussi tout simplement par la géographie et le fait que le Moyen-Orient a toujours été une interface entre la Chine, l'Inde, l'Afrique et même l'Europe. Il faut savoir que cette culture commerciale islamique a influencé des penseurs libéraux européens, à commencer par le père du libéralisme européen, Adam Smith, et dans son livre, on peut retrouver des copier-coller d'écrits de Al-Hazali. Mais selon Samir Amin, c'est ce libéralisme du Moyen-Orient qui a finalement défavorisé son industrialisation. D'abord en faveur de l'Asie, puis en faveur de l'Europe. Mais selon l'économiste Thomas Piketty, la Chine possédait des institutions libérales plus fidèles aux principes d'Adam Smith que l'Europe. Et par exemple, au XVIIIe siècle, il faut savoir que le commerce de grains en Chine est 5 fois plus important que celui de toute l'Europe. Et les impôts en Chine étaient à peine aux alentours de 1 voire 2% du revenu national, tandis qu'en Europe, ils étaient aux alentours de 6 à 8% à la fin du XVIIIe siècle. Il faut savoir que la boussole, la poudre à canon qui sont nécessaires aux conquêtes coloniales, mais aussi l'imprimerie naissent en Chine et arrivent en Europe par le Moyen-Orient. Et donc, par rapport au Moyen-Orient ou par rapport à la Chine, la spécificité de l'Europe, c'est pas du tout le libéralisme. Au contraire, la spécificité de l'Europe, c'est d'avoir pratiqué des impôts élevés. Et cette capacité fiscale qui enrichit les États européens s'est développée à cause des guerres. Chacune des étapes majeures de la hausse des impôts correspondait effectivement à des besoins de recrutement de nouveaux soldats. Les pays européens sont en guerre 95% du temps au XVIe siècle. 94% du temps au XVIIe siècle et 78% du temps au XVIIIe siècle. L'Empire ottoman, l'Empire du Milieu et dans une moindre mesure l'Inde connaissent une plus grande stabilité politique et n'ont donc pas besoin de lever de tels impôts pour la guerre. Ils maintiennent donc une organisation économique davantage libérale. Le morcellement de l'Europe en petits royaumes guerriers peut s'expliquer par la géographie et notamment les nombreuses séparations montagneuses, fluviales et maritimes. Mais selon Samir Amin, ce morcellement de l'Europe des barbares est aussi dû à son caractère périphérique et économiquement attardé. Mais à partir de 1492, la capacité fiscale et guerrière de l'Europe, couplée à son ouverture sur l'Atlantique, va lui donner un avantage décisif. En 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique et à partir de cette date-là, les commerçants européens vont rapidement s'enrichir grâce aux ressources produites d'abord par les esclaves amérindiens puis par les esclaves africains. On peut citer le coton, l'or et l'argent, le sucre, mais aussi d'autres produits au pouvoir addictif comme le café et le cacao et le chocolat. Puis avec l'Asie, il y aura aussi le thé et l'opium qui sont incultivables sur les terres européennes.
et l'économie coloniale fait vivre directement un grand nombre de marins. En effet, selon Martina Serra et Jean Meyer, historiens du CNRS, au XVIIIe siècle, on arrive au meilleur moment à quelques 80 000 gens de la mer, soit avec les femmes et les enfants, un maximum de 400 000 âmes. Et bien sûr, les villes portuaires attirent la population rurale car elles leur promettent des meilleures sources de revenus. C'est le cas de Bordeaux qui passe de 45 000 habitants à la fin du XVIIe siècle à 120 000 habitants en 1789, ce qui est un signe d'enrichissement d'un grand nombre de personnes et non pas seulement des grands bourgeois. En 1712, le commerçant Antoine Crozat est la plus grande fortune de France. Et il achète à Louis XIV le monopole du commerce sur le territoire de la Louisiane. Il est nommé directeur de la Compagnie des Indes orientales. Son accès au large territoire de l'Inde française lui permet notamment d'écouler des stocks d'or et d'argent qu'il a obtenus dans les colonies espagnoles d'Amérique via la traite d'esclaves. Sur les côtes indiennes, il remplit des bateaux de coton, d'épices, de riz, de thé, d'ivoire et surtout de soieries qu'il revend en Europe avec des marges allant parfois jusqu'à 500%. Sa fortune s'élève à 1% du PIB de la France, l'équivalent de 300 milliards d'euros actuels. Si l'on en croit l'analyste financier Pierre Ménard et auteur de sa première biographie. Il écrit aussi « Crozat change le paradigme de la société. Par ses participations dans les grandes aventures marchandes, sa recherche inconsidérée du profit, son absence de morale, il sonne le glas du modèle féodal, où la richesse est principalement tirée de la terre pour faire entrer l'Europe dans l'ordre capitaliste. » Mais Antoine Crozat est aussi le directeur de la Compagnie de Guinée, dont Louis XIV est actionnaire, et qui a pour mission d'acheminer du port de Nantes le plus grand nombre d'esclaves noirs possible à Saint-Domingue. De 1525 à 1866, ce sont plus de 12 millions d'Africains qui sont déportés en tant qu'esclaves pour traverser l'Atlantique, principalement au XVIIIe siècle. C'est une ponction énorme qui représente 1/5 de la population africaine à cette époque. Et bien évidemment, ça transforme l'Afrique en profondeur. Dans ses mémoires, le négrier Théodore Cano écrit « Toujours et partout, les Africains ont été esclaves. Néanmoins, j'affirme sans hésiter que les 3/4 des esclaves exportés d'Afrique sont le fruit de notre propre race. Je le répète, c'est les convoitises de toutes ces marchandises qui est à l'origine des guerres entre Africains, guerres dont le but est de faire des esclaves. » Bien sûr, il a existé un petit nombre d'autres sociétés esclavagistes dans l'histoire. On peut citer la Grèce, Rome, le royaume du Congo, Dassé ou encore l'empire du Sokoto, où le surplus économique reposait principalement sur l'esclavage. Mais les Antilles françaises, qui atteindront 700 000 esclaves, constituent la plus forte concentration d'esclaves jamais observée dans l'histoire, avant les États-Unis au XIXe siècle. Et cet esclavage prend une forme inédite. Par exemple, les esclaves de la Grèce, de l'Égypte, du califat de Sokoto ou encore de l'Empire ottoman pouvaient occuper des postes élevés dans l'administration ou dans l'armée et accéder aux hautes sphères, ce qui était impossible dans le cas de l'esclavage racial transatlantique. Et il est accompagné aussi d'une connotation raciale qu'il n'y avait pas à l'époque. Les Noirs sont considérés comme esclaves parce que noirs. La colonie française de Saint-Domingue, actuellement Haïti, est la société la plus inégalitaire connue dans l'histoire de l'humanité. Et c'est elle qui produit la moitié de la production mondiale de café, de coton et un tiers du sucre. Et grâce aux Antilles, le XVIIIe siècle est le seul siècle dans l'histoire de l'humanité où la France a occupé la première place dans le commerce mondial. D'après l'historien et chercheur du CNRS, Jacques Deconat, spécialiste d'Haïti, un Français sur 8 vivait directement ou indirectement des revenus liés à la colonie. Selon la couronne et les colons, en 1789, Haïti produit 30 millions de francs or de recettes par an pour 50% de coûts de production. Sur 6 ans, cela représente 30 milliards d'euros. Avec les données dont on dispose sur l'évolution de la population esclavagisée, de la production de l'île, de l'exportation et de la consommation locale, on peut déduire tout le profit tiré de l'île durant ce siècle, à peu près plus de 200 milliards d'euros. Et Haïti représentait entre 23 et 28% de la production coloniale française. En prenant en compte les autres colonies, on peut en déduire que l'ensemble de l'exploitation coloniale au XVIIIe siècle a rapporté à la France plus de 700 milliards d'euros. À titre de comparaison, c'est plus que toute la fortune des milliardaires français réunis aujourd'hui
qui vaut environ 540 milliards d'euros. Lors de la Révolution française de 1789, le club de l'hôtel Massiac se réunit dans l'hôtel derrière moi pour décider de suspendre l'application de la Déclaration des droits de l'homme dans les colonies. Dans un premier temps, la politique républicaine, inspirée de la philosophie des Lumières, consistait à libérer uniquement les gens de couleur. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les métis. Ils étaient dans une perspective de libération et de fin de l'esclavage par étapes, petit à petit, avec l'idée raciste qu'il fallait apprendre aux Noirs à être libres. Et c'est la révolution haïtienne qui éclate en 1791 qui force la République à abolir entièrement l'esclavage en 94. Mais cette abolition est théorique puisqu'elle n'est pas appliquée partout, elle se perpétue notamment dans l'océan Indien. Et vous le savez, 8 ans plus tard, avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir, la France est le premier pays du monde à rétablir officiellement l'esclavage. En 1800, dans ce même hôtel, Napoléon fonde la Banque de France, dont 10 des 18 administrateurs étaient des acteurs majeurs de l'esclavage. En 1802, il déclare lors d'une séance au Conseil d'État que « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-là est la bonne. » Il envoie alors le général Leclerc, son beau-frère, pour mener une guerre génocidaire à Saint-Domingue. La population noire est traquée et même dévorée par des chiens dressés pour cela. Elle est aussi gazée au soufre dans les cales de bateaux et les enfants sont enveloppés dans des sacs où, après avoir été poignardés, ils étaient jetés à la mer. Mais heureusement, l'armée napoléonienne est défaite par l'armée indigène menée par Toussaint Louverture. Saint-Domingue devient Haïti et l'exemple de sa révolution victorieuse force la France puis le reste du monde à abolir l'esclavage. Mais malheureusement, la France impose un embargo à l'île et l'oblige à payer 30 milliards d'euros pour compenser les anciens propriétaires d'esclaves français. Cette dette doit être multipliée par 2 si on prend en compte le remboursement des emprunts que Haïti a été obligé de faire auprès des banquiers français. Et Haïti a continué à payer cette dette jusqu'en 1957, soit sous la Troisième République. La dette qui est imposée à Haïti en 1825, c'est de l'ordre de 3 années de production nationale d'Haïti à l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui évidemment n'est pas remboursable en une seule fois par définition. Donc ce qui va se passer, c'est que les banquiers français vont venir pour proposer évidemment de refinancer tout ça moyennant taux d'intérêt, et donc des intérêts vont s'ajouter à cette dette initiale, et c'est ça qui fait que pendant presque un siècle et demi, jusqu'aux années 1950, Haïti se retrouve à rembourser à la France, enfin à l'État français, l'argent est versé à la Caisse des dépôts, puis reversé ensuite aux anciens propriétaires d'esclaves. L'esclavage est définitivement aboli en France seulement en 1848, soit après beaucoup d'autres pays, mais le travail forcé ne sera interdit qu'en 1946 dans les colonies. Avant cela, au Congo, les indigènes pouvaient être capturés et maintenus au travail sous la menace de l'arme à feu et du fouet. Cet enrichissement colonial direct a un rôle important dans le décollage capitaliste de l'Europe. On est à peu près certain que les ports français se sont enrichis du commerce extra-européen. D'abord, on voit les chiffres du commerce et on voit qu'ils augmentent. Ensuite, on voit les chiffres des fortunes. On voit que les marchands deviennent de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. On voit la migration, on voit que beaucoup de marchands de l'intérieur ou de bourgeois de l'intérieur cherchent à rejoindre les ports et cherchent à profiter de cette économie marchande, de ce commerce international. Et puis ça, c'était quelque chose qui était évident pour les contemporains. De toutes les manières, les contemporains voyaient bien la richesse de Nantes, l'évolution de Nantes, ils voyaient bien la richesse de Bordeaux, ils voyaient bien ce qui se passait à Marseille. Il n'y a pas de doute sur le fait que ces ports ont profité de cette activité commerciale. Cette accumulation elle-même permettait la croissance de la production française et de la consommation, même rurale. On constate que les paysans vivent plutôt mieux tout au long du XVIIIe siècle. Quand on regarde les inventaires après décès, le nombre de vêtements augmente, se diversifie, les bancs sont remplacés par des chaises, les coffres sont remplacés par des armoires, et on voit des services à café qui apparaissent dans des ménages pas très riches, mais on sait aussi qu'ils consommaient du café, qu'ils consommaient du sucre. Ainsi, selon Dodin, une simulation permet de supposer que, sans le secteur intercontinental permis par la colonisation, le stock de capital français aurait été plus faible de 43% en 1790. Et le revenu français par habitant plus faible de 12%.
Cela représente 3/4 de croissance en moins sur l'ensemble du siècle. C'est énorme, hein? 5 ans après la fin de l'esclavage, en 1853, Haussmann transforme tout Paris et en fait la ville moderne qu'on connaît aujourd'hui. L'ensemble de ces gigantesques travaux ont un coût total de 30 milliards d'euros, soit l'équivalent de seulement 6 années de profit tiré de l'esclavage dans les Antilles. Paris devient alors une capitale culturelle mondiale et les Parisiens et les Français découvrent les indigènes, notamment via les zoos humains. Le tourisme se développe et c'est le début de l'industrie du luxe, de la bijouterie, de la cosmétique, des parfums, dont les matières premières viennent souvent des colonies. Et selon Engels et Marx, déjà à cette époque, les ouvriers anglais tiraient profit de la colonisation. Au 19e siècle, la première colonisation, avec un esclavage qui est limité à quelques territoires, ne suffit plus. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'Europe est tout près de buter sur une contrainte écologique de grande ampleur. En effet, au Royaume-Uni, mais aussi en France, au Danemark, en Prusse, en Italie ou en Espagne, les forêts avaient disparu à vive allure au cours des siècles précédents. Et c'est la colonisation qui va permettre de dépasser cette contrainte écologique. Vers 1830, les importations de coton, de bois, mais aussi de sucre reçus par l'Angleterre en provenance des plantations correspondent à l'exploitation de plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, soit entre 1,5 et 2 fois le total des terres cultivables présentes dans le Royaume-Uni. Au milieu du 19e siècle, l'exploitation prend une forme différente, plus globale et plus sophistiquée. La conquête des territoires d'Afrique et d'Asie permettent aux propriétaires français d'obtenir des actions exclusives dans les pays colonisés, ce qui permet d'extraire entre 5 et 10% de la production totale. Cette exploitation est moins intense que l'esclavage, mais elle a l'avantage de pouvoir être étendue à l'échelle de la planète. Et ça a été le cas. En 1910, grâce à l'ensemble des colonies, les actifs français détenus à l'étranger représentent 120% du revenu national. C'est un record historique mondial, juste derrière l'Angleterre qui, elle, était à 190% du revenu national. Cela représente pour la France plus de 390 milliards d'euros de profit tirés entre 1820 et 1950. L'industrie textile se développe à partir du 19e siècle grâce à l'importation de fibres de coton importées des colonies et qui ont l'avantage d'être plus souples que les fibres de lin européens qui sont trop rigides et qui cassent beaucoup dans les machines à filer. Comme dit Piketty, le fait que les matières premières extraites de ces plantations ont apporté des bénéfices considérables aux puissances coloniales et en particulier que le coton a joué un rôle central dans le décollage de l'industrie textile est tout aussi bien établi. Le Parlement britannique impose des droits de douane de 20% en 1685, puis de 30% en 1690 sur les textiles colorés et imprimés. Puis enfin un droit de douane de 100% en 1786 sur l'ensemble des textiles indiens. Cela permet en fait à l'industrie textile anglaise de rattraper son retard sur l'Asie et de développer son industrie tout en se protégeant de la concurrence. Ce n'est qu'après avoir acquis un avantage comparatif indiscutable dans l'industrie textile, en particulier grâce à l'utilisation du charbon, que le Royaume-Uni se mit à partir du 19e siècle à tenir un discours libre-échangiste plus affirmé. À l'inverse, l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, impose seulement 3% de droits sur les importations et exportations. C'est cette politique libre-échangiste qui a provoqué sa désindustrialisation, selon l'économiste Paul Bayrock. Au XIXe siècle, un tiers des textiles utilisés pour vêtir les millions d'esclaves venaient d'Inde. Et les importations en provenance d'Asie, textiles, soieries, thé, porcelaine, étaient payées essentiellement par l'argent venu d'Amérique depuis le XVIe siècle. Le commerce avec la Chine était imposé par sa semi-colonisation lors des guerres d'opium durant lesquelles l'Angleterre, la France et les États-Unis imposent à la Chine d'autoriser la vente d'opium cultivé dans la colonie indienne. C'est de cette interaction intercontinentale forcée, permise par la déportation de millions de travailleurs esclavagisés d'Africains, qu'est née la révolution industrielle et le capitalisme, comme l'avait déjà compris Marx. La vraie initiatrice du régime colonial, la Hollande, avait déjà en 1648 atteint l'apogée de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales. Les capitaux de la République étaient peut-être plus importants que tous ceux du reste de l'Europe pris ensemble.
Cette révolution industrielle et capitaliste a enrichi la France. Mais le calcul précis de la modélisation de la part des colonies dans cette évolution économique est particulièrement complexe, notamment parce que chaque nation européenne bénéficie aussi des colonies et de l'industrialisation des autres nations. Mais cela représente plusieurs centaines de milliards d'euros de revenus nationaux supplémentaires pour la France. Les grandes puissances impériales, l'Angleterre, puis ensuite la France, les États-Unis, la Hollande et la Belgique, s'industrialise en premier. L'Allemagne, dont l'empire colonial est plus tardif, engage sa révolution industrielle plus tard. Ainsi, entre 1871 et 1914, les exportations allemandes quadruplent et elles se font pour les trois quarts vers les puissances colonialistes à l'ouest. Idem pour les pays scandinaves qui ont participé de manière directe à la colonisation, par exemple avec le Danemark qui a déporté 100 000 esclaves, ou alors de manière indirecte, comme la Suède qui est l'une des principales fournisseuses de chaînes pour les esclaves. La Suisse s'enrichit aussi indirectement de la colonisation en prêtant de l'argent aux pays colonialistes et impérialistes. Pour comprendre comment cette deuxième phase de la colonisation a enrichi la France, revenons à Jacques Marseille. Vous savez, cet auteur qui dirait, selon les droitards, que la colonisation a été une ruine pour la France. D'après les recherches de Jacques Marseille, pour les fabricants de bière et d'eau-de-vie, les constructeurs de rails, de locomotives, les tisseurs de coton, les fabricants de cordages, les industriels de la bougie et du savon, l'empire colonial représentait en 1906 l'essentiel des exportations. Pour les industries des corps gras, du sucre, la fabrication de pâtes et de semoules, mais aussi des superphosphates, le réservoir colonial était, avant 1914, une source d'apprivoisement essentielle. Et les taux de profit réalisés par les entreprises exploitant aux colonies étaient bien supérieurs à celles des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l'étranger. Et Jacques Marseille écrit « Le marché colonial garantit à des couches majoritaires du patronat français un débouché sûr et protégé à la croissance régulière et soutenue. Le placement colonial cumule alors deux avantages majeurs, la rentabilité et la sécurité qu'offre la domination politique directe. Et après 1918, l'empire colonial devient le premier partenaire commercial de la France. Il représente un tiers de l'investissement extérieur total. Mais il y a un divorce à partir des années 30. Jacques Marseille explique qu'une partie des capitalistes français et de certaines industries n'ont plus d'intérêt économique dans les colonies à partir des années 30 et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de cette période, pour que les colonies, qui sont encore très largement paysannes, restent un investissement durable, il aurait fallu industrialiser. En effet, d'après l'économiste Paul Cockshott, au milieu du XXe siècle, les tracteurs, le contrôle des naissances et les engrais chimiques permettent un développement économique sans territoire colonial, comme pour l'Allemagne et le Japon. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir et il a pour projet, en théorie, de faire, comme l'a fait l'URSS pour les anciennes colonies russes, des territoires industriels développés. Mais en réalité, Marius Moutet, ministre des colonies du Front populaire, déclare en 1938 « Il ne faut pas précipiter artificiellement cette industrialisation. Il faut veiller à ce que cette concurrence n'engendre pas de chômage dans la métropole. Ce serait une lourde erreur de précipiter notre colonie vers une industrialisation irréfléchie. Il ne faut pas créer un prolétariat qui, exploité et mécontent, serait rapidement dangereux pour la souveraineté française. » Il continue. Il faut prendre en garde au déchaînement des forces incontrôlables qui pourraient sortir d'une action ou des notions mal digérées des luttes des classes, certains fanatismes religieux, la nature émotive des Africains, la dissimulation islamique et asiatique se rencontreraient en des réactions complexes et imprévisibles. On dirait vraiment un discours de facho quand même. Et dans le même temps, le Front populaire, avec différentes mesures sociales, comme les congés payés ou la semaine à 40 heures de travail, redistribue une part de l'exploitation capitaliste et du colonialisme à la population française. Comme le résume l'auteur marxiste Lucien Goldman dans ce petit livre aux éditions d'Elga, grâce à de nombreux facteurs dont l'expansion coloniale a été le plus important, le capitalisme occidental a pu, dès le début du siècle, commencer à accroître le niveau de vie des classes ouvrières métropolitaines pour éviter l'explosion révolutionnaire. Et on retrouve aussi dans le livre de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, un extrait d'un bourgeois qui explique peu ou prou la même chose. C'est ce que Lénine appelait les racines sociales de l'impérialisme.
Ainsi, d'après l'IFOP, en 1939, 40% des Français étaient prêts à se battre plutôt que de céder la moindre part de nos possessions coloniales. Et les plus forts pourcentages se retrouvaient chez les moins de 30 ans, chez les plus de 60 ans et chez les ouvriers. On peut aussi parler du fait que la droite, mais aussi certains socialistes et certains communistes, s'opposent à une présence plus égalitaire des indigènes à l'Assemblée nationale. Selon le parti de centre-droit, cela conduirait à réduire le niveau de vie de la métropole d'au moins 25 à 30%. Lors du référendum sur la première constitution de mai 1946, la population blanche vote contre le projet d'une Assemblée nationale qui serait unique et plus proportionnelle, contrairement aux électeurs noirs, que ce soit en particulier au Sénégal ou aux Antilles. En somme, la population française ne veut ni l'égalité ni la séparation. Et pour cause, jusqu'en 1957, le directeur des affaires économiques au ministère des colonies estimait que 500 000 Français en métropole tiraient directement le revenu des colonies. En 1946, la guerre d'Indochine, puis en 1954, la guerre d'Algérie éclate. Et c'est seulement en 1958, avec le plan Constantine, que le développement industriel et plus égalitaire des colonies est sérieusement envisagé pour la première fois. Mais comme Jacques Marseille l'écrit, en 1958, il était un peu tard pour s'engager dans une politique que près de 40 années de débats n'avaient pas réussi à imposer. Le colonialisme, en tant que forme spécifique de l'impérialisme contemporain, entrait à terme en contradiction avec les impératifs d'une croissance capitalistique, assise sur la percée du capital financier. Et contrairement à ce que disent les droitards, Jacques Marseille ne dit pas que la colonisation a coûté de l'argent à la France dans l'absolu, mais plutôt que comparativement, les investissements coloniaux étaient moins rentables que d'autres investissements possibles dans le monde industrialisé. Le refus d'industrialiser les colonies après 1930, qui est une décision économiquement absurde, s'explique en fait par le désir de préserver la puissance militaire française et son réservoir de troupes coloniales. Marius Moutet déclarait « C'est dans un paysanat indigène rénové que notre armée pourra vraiment trouver un recrutement sain ». Depuis la victoire de la Première Guerre mondiale, la droite française, jusque-là relativement critique sur la colonisation, en devient une fervente partisane au nom de la défense nationale. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, les 2/3 des soldats de l'armée de libération française en 1944 étaient des tirailleurs indigènes. En plus, lors de cette guerre, les colonies ont permis de protéger 2500 tonnes d'or caché dans la souterraine de la Banque de France. Car il faut savoir qu'au XVIIIe et XIXe siècle, la France est le pays qui possède le plus d'or au monde. Et cet or vient essentiellement des colonies. Cet or a été évacué aux Antilles, en Afrique, en Indochine et aux États-Unis pendant la guerre. Des officiers allemands se présentent rue de la Bruyère, dans le 1er arrondissement de Paris, au siège de la Banque de France. Les nazis sont bien obligés de se rendre à l'évidence. L'immense salle de 11 000 mètres carrés est entièrement vide. L'or français est donc réparti en 3 endroits du globe. À New York, aux États-Unis d'abord, aux Antilles, en Martinique ensuite, en Afrique, dans le port de Dakar au Sénégal enfin. Ainsi, les nazis n'ont jamais pu mettre la main dessus et la France a pu les récupérer après la guerre. Cet or se trouve encore aujourd'hui à la Banque de France et vaut environ 136 milliards d'euros. Ainsi, l'Empire français était dans une situation absurde. L'Empire devait être maintenu, mais pas trop développé. C'est pourquoi la France achetait des denrées et des matières premières parfois plus chères dans les colonies que dans le reste du monde. C'est ce que n'arrêtent pas de répéter les droitards. Les produits coloniaux étaient souvent de mauvaise qualité et plus chers que les produits importés de l'étranger. Quand le litre de vin était payé 35 francs en Algérie, le même à qualité égale valait 19 francs au Portugal ou en Espagne. Par contre, ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'inverse était aussi vrai. Les colonies étaient obligées d'acheter des produits français souvent plus chers qu'à l'étranger. Par exemple, Pierre Moussa évaluait à 23% le surprix des tissus de coton métropolitains vendus dans les colonies. Jacques Marseille nommait cette politique économique l'autarchisme et il la critiquait car selon lui, elle ne correspondait pas à la nouvelle phase d'expansion du capitalisme industriel mondial des années 60. Et donc vous voyez, il est malhonnête de prendre le travail critique de Jacques Marseille sur les 30 dernières années de la colonisation
qui a duré 500 ans, pour en tirer un bilan économique global qui serait négatif. Alors, les moins renseignés sur l'histoire pourraient objecter que la colonisation a rapporté beaucoup, mais qu'elle a aussi coûté très cher à l'État et aux contribuables français. La France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Toutes les routes, les hôpitaux, les écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Ensuite, en leur ouvrant des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des écoles, etc. Et tout cela, ce sont nos grands-parents qui l'ont payé avec leurs impôts. C'est faux, parce que la politique budgétaire, elle était celle de l'équilibre. Et c'est les indigènes qui finançaient et construisaient par les corvées les hôpitaux, les écoles, les routes, les ports, principalement au service des colons et de la métropole. De plus, les colons fonctionnaires étaient rémunérés environ 10 fois le revenu national moyen par adulte en vigueur dans les colonies. Dans la phase finale des révoltes, l'équilibre budgétaire des colonies était néanmoins rompu et la métropole dépensait de 0,5 à 2% du revenu national pour les colonies. Selon Piketty, l'État colonialiste finissant voulut se faire développementaliste dans l'espoir de convaincre les populations de rester dans l'Empire. Mais même dans cette phase finale, le transfert de la métropole vers les colonies sert surtout à financer le train de vie des colons et le maintien de l'ordre. Par exemple, en Algérie, en 1955, l'État dépense 40 fois moins d'argent pour les enfants indigènes que pour les enfants de colons. Ces derniers perçoivent 82% du budget éducatif alors qu'ils ne sont que 10% de la population. En 1925, le taux de scolarisation primaire parmi les enfants indigènes était inférieur à 5% en Afrique du Nord et en Indochine et inférieur à 2% en Afrique occidentale française. Mais même après les indépendances, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, la colonisation passée continue à profiter aux pays du Nord. C'est ce qu'on appelle l'échange inégal entre des nations aux forces productives inégalement développées. C'est la colonisation et le néocolonialisme, notamment avec la France-Afrique, qui établit les structures des économies développées du centre et des économies dépendantes et désarticulées des périphéries. Par ce mécanisme, le Nord global vole chaque année 10 milliards de tonnes de matières premières, mais aussi 379 milliards d'heures de travail et 800 millions d'hectares de territoire aux pays du Sud global. Et la France a ainsi extrait plus de 4300 milliards d'euros au reste du monde entre 1960 et 2017. Mais on expliquera davantage le mécanisme de l'échange inégal dans une autre vidéo. On peut donc raisonnablement affirmer, sans prendre trop de risques, que la colonisation a rapporté plusieurs billions d'euros à la France. Est-ce que cette somme constitue une dette que la France devrait rembourser? Alors, en partie, mais pas seulement. Pour estimer cette dette, il faudrait considérer tout d'abord la valeur des dizaines de millions de vies humaines perdues, notamment lors de l'esclavage, lors du transport des esclavages, mais aussi en prenant en compte les tirailleurs indigènes et les résistants à l'Empire. Des tonnes de ressources consommées et irrécupérables. Une large part du dérèglement climatique qui touche surtout les pays du Sud, alors que les principaux responsables sont à 92% les pays du Nord. Et la mise en dépendance économique des pays du Sud vis-à-vis du Nord. Parce que en plus, parler de réparation pourrait donner la fausse impression que le pillage des pays du Sud, c'est du passé. Alors que avant de penser à rembourser quelqu'un, il faut commencer par arrêter de le voler. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que pour chaque euro d'aide envoyé aux pays du Sud, le Nord lui extrait 14 euros à travers l'exploitation capitaliste. Et de toute façon, cette dette des nations colonisatrices envers les nations post-colonisées ne sera pas remboursée en fait pour des raisons morales ou même comptables, mais tout simplement par l'organisation des pays du Sud qui vont installer un rapport de force dans lequel ces pays du Nord devront rembourser. Comme le disait Frantz Fanon en 1961, peu avant l'indépendance de l'Algérie, le tiers-monde est abandonné et condamné à la régression, en tout cas à la stagnation, par l'égoïsme et l'immoralité des nations occidentales. Les peuples sous-développés décideront d'évoluer en autarcie collective. Les monopoles s'apercevront alors que leur intérêt bien compris est d'aider massivement et sans trop de conditions les pays sous-développés. Aujourd'hui, de nombreux pays du Sud visent à atteindre cette autarcie collective et à boycotter le capitalisme centré sur le Nord.
Mais malheureusement, l'impérialisme, les bombardements et le système de la dette les en empêchent. Si vous voulez comprendre pourquoi et comment la France est encore un pays impérialiste, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a déjà faite sur le sujet. Si ce format de vidéo vous a plu, c'est-à-dire un format un peu plus long et très travaillé, je vous invite à nous soutenir. Ça commence déjà par partager cette vidéo à vos contacts, sur votre page Twitter, sur votre page Facebook, où vous voulez. Et aussi, si vous le souhaitez, à nous faire des dons via Tipeee ou via PayPal pour qu'on puisse continuer ce travail. Et je voulais aussi dire déjà merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui nous font des dons, merci à tous ceux qui nous partagent, merci à tous ceux qui nous apportent un vrai soutien financier. C'est grâce à vous qu'on arrive à avoir du temps pour vraiment travailler ces sujets parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, que ce soit la lecture, l'écriture et puis le tournage. Donc merci à vous les gros, ça fait vraiment plaisir. Et je commence vraiment à avoir mal.